allumé solide. Et il y a au moins 100 000 bons clients à lui qui vont s'en sortir avec les honneurs de la guerre. C'est à peu près tout le temps comme ça que ça se passe. Quand une bulle éclate sur le marché boursier, il y a toujours des joueurs qui sont informés avant la plupart des pigeons et qui vont se retirer vers des cieux plus cléments, c'est-à-dire qui vont retirer leur bille et qui vont aller parquer ça dans un endroit sûr, dans un des 78 paradis fiscaux qui sont sur Terre, sur le plancher des vaches, et non dans l'espace, au travers d'une autre dimension, à côté de Sirius ou Alpha du Centaure. Donc, cher auditeur, Bernard Madoff sera au grand écran. On pense pouvoir sortir le film soit à la fin 2009 ou au début 2010. C'est le communiqué, justement, qu'on avait sur ce film-là qui va être réalisé par le réalisateur Edmund Druyet. Edmund Druyet. Alors, on dit que c'est un ancien champion de musculation et producteur de séries télévisées. Edmund Druyet a 44 ans, il est basé à Los Angeles et prévoit donc de tourner à 3 endroits différents, à New York, à Londres et à Dubaï. La carrière et la vie du spéculateur et fraudeur pyramidal, M. Bernard Madoff, qui est présentement en prison et qui attend sa sentence le 16 juin prochain. Il risque 150 ans, mais il a 70 ans, le bonhomme. Il risque 150 ans de prison. Ça m'étonnerait qu'il t'offre bien longtemps en prison. D'après moi, il va fortement entrer en contact avec Conrad Black, qui est en prison en Floride. Ils vont pouvoir échanger des bons souhaits et puis des conseils sur l'art de la cuisine. Notre ami Conrad Black, il dit qu'il apprend à jouer au piano là-bas. Bon, sans fausse note. Sans fausse note. Il y a eu des fausses notes avec sa compagnie Holliger International. Mais là, il apprend. Alors là, vois-tu, on est bien content de ça. Alors ça, c'est très positif. Donc, ma prochaine conférence, chers auditeurs, chères auditrices, thématique, je n'ai pas le numéro de local encore parce qu'il y avait un conflit de travail opposant les professeurs à l'administration de l'UQAM qui s'est résorbé ce lundi, soit hier. Et ils n'octroyaient pas de locaux pendant cette période-là. Donc, j'attends incessamment un local. Mais ça devrait être au pavillon Sherbrooke. Mais la date, très importante, c'est mercredi le 20 mai. Et peut-être que je l'aurai, donc, pour la dernière émission de la saison, le 5 mai prochain. Je pourrais vous l'annoncer, le numéro de local. Mais bon, c'est mercredi le 20 mai, et c'est à 19h. Et je pense que ça devrait être au pavillon Sherbrooke, et tout ça reste à confirmer. Le pavillon ainsi que le local. Et c'est à 19h, et le coût d'admission est 15$. Donc, on va faire le volet 2 de ce réseau très, très, très occulte, très, très opaque, le réseau des fonds vautours juifs. Et pourquoi? C'est pas une question qu'on veut être antisémite, cher auditeur, mais en fouillant, parce que vraiment, mon petit séjour de 4 jours à New York m'a permis de me mettre au parfum grâce à mon contact là-bas, à vrai dire mes contacts, parce que je n'ai pas rencontré juste un collègue journaliste, j'en ai rencontré 2 de ses amis à lui. Et on a fait, là-bas à New York, il faut que tu marches beaucoup. J'ai fait la tournée des Grands-Ducs et c'est plaisant parce qu'avec ces gens-là, ils peuvent te dire, on est sur tel Park Avenue, regarde, un tel ici, là, telle compagnie, mais il est aussi à une autre compagnie. Il travaille avec le conseil d'administration de telle banque. Ça aide énormément. Alors, il m'a donc également dit, mon contact, il dit, Benoît, si tu veux comprendre l'arnaque Madoff, c'est ici que ça se passe, devant le World Trade Center. Mais voyons, non, c'est rien que des décombres ici, là. Ils sont en train de reconstruire, il y a des grues partout, là. C'est pas la route. Non, il dit, ça se passe ici, Benoît, c'est ici. Fait qu'il dit les vrais propriétaires du World Trade Center, c'est le New York Port Authority. Là, il dit, il faut que tu aies fouillé les archives, puis je vais te dire exactement où fouiller. Mais ça aide. Ça te sauve du temps. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Ça prend des petits des insides. Et, cher auditeur, je balancerai le nom de cette compagnie de sécurité qui a le contrat de sécurité au World Trade Center depuis 1987, soit exactement 6 ans avant les premiers attentats terroristes de 93, qui était l'œuvre d'un Américain un petit peu cinglé, faisait partie de milices américaines hors la loi. Timothy McVeigh, de mémoire, c'est ça, Oliver, hein? Timothy McVeigh. Oui, McVeigh, mais c'est Timothée. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça, McVeigh. Hein, c'est ça, un méchant exalté, méchant flyé, un bonhomme pour la suprématie de la race blanche. Hein? White Power. Des malades. Puis souvent, ces groupuscules-là, d'extrême droite, ils sont très proches des services secrets. C'est pas une coïncidence. Ça s'est vu dans un paquet de pays européens. Et l'entrevue qu'on avait fait avec le professeur Daniele Ganzer, ici, il y a 1 an, rappelez-vous, on avait parlé justement de son livre « Les armées secrètes de l'OTAN ». C'est assez troublant de voir la promiscuité qu'il peut y avoir des organismes d'extrême droite qui terrorisent la population, c'est carrément du terrorisme d'État, mais qui sont le pur produit, la pure création des services secrets. Donc, les services secrets ont une branche particulière, une extension, et constituent, puis ici au Canada, rappelez-vous, on avait Grant Bristow, qui faisait partie des services secrets canadiens, et le bonhomme était partie prenante du Heritage Front, un groupuscule d'extrême droite qui terrorisait la population. Alors,
On a réussi à inventer la chose, mais maintenant, c'est dans le domaine de l'histoire, c'est connu, ce dossier-là. On parle des années 80, 90, avec M. Grant Bristow. Quand, à un moment donné, on a appris le poteau rose, on a découvert que Grant Bristow, c'était pas juste un extrémiste de droite, un fasciste. C'était un gars qui travaillait pour les services secrets canadiens. Donc ça, cher auditeur, c'est vieux comme le monde. Ce sont des tactiques qui sont utilisées constamment. On appelle ça faire des opérations faux pavillons. C'est des false flag operations, opérations faux pavillons, quand les services secrets vont se draper des couleurs d'un autre groupuscule et ils veulent faire boire la tasse à ce groupuscule-là. Et là, la population va être totalement épeurée, paralysée par la peur. Et là, à ce moment-là, la population va accepter des mesures que l'État va mettre en place. Qu'en temps normal, s'il n'était pas terrorisé par ce type d'activité de terrorisme d'État, il n'aurait jamais laissé passer. Donc, on perd de plus en plus de nos libertés individuelles. Au profit de quoi? Au profit du même État qui, en sourdine, en catimini, alimente la bête et fournissent en cash et en matériel les services secrets qui, eux autres, font des activités clandestines, les covert operations. Et ça, chers auditeurs, on se fait faire le coup constamment. Ça fait partie d'une stratégie qui s'appelle une stratégie de la tension. Maintenir dans la population une tension toujours permanente, une tension toujours élevée. Rappelez-vous aux États-Unis, hein, les fameuses couleurs jaune, rouge, oui. Les degrés de niveau terroriste. On pouvait jouer avec ça, regarde, quand il y avait des primaires dans un État, hop, le niveau de terrorisme augmentait d'un coup. Puis là, la population était épeurée, puis elle disait, finalement, le meilleur parti pour nous protéger, c'est qui? C'est le Parti républicain. Alors, ça faisait toujours le jeu des Américains contre les démocrates. Alors ça, chers auditeurs, c'est vieux comme le monde. Le fameux, c'est du terrorisme d'État. Et il faut absolument émembrer ça. Pensez à l'Italie, c'est connu. L'opération secrète s'appelait l'opération Gladio. Ça veut dire en québécois le glaive. Le glaive. Et cette opération-là a été mise en place dans les années 60. Pourquoi? Parce que l'Occident, les services secrets américains et anglais, avaient peur que l'Italie bascule dans l'orbite d'influence russe. Donc, on a tout simplement fait des fausses opérations. Et les opérations, on a accusé qui d'avoir mené à bien ces opérations clandestines de terrorisme? On a accusé les Russes, les communistes. Donc, à ce moment-là, on se trouvait à détacher l'opinion publique qui semblait flirter avec le communisme, eh bien, elle se jetait à bras perdus, à corps dévolu, dans les bras de l'État qui était pro-occidental. Et à ce moment-là, les services secrets avaient gagné leur point, qui était de terroriser suffisamment l'État pour qu'elle se distancie, qu'elle se détourne, justement, de l'attrait que pouvait avoir l'autre système, le système communiste. Donc, les Russes faisaient la même affaire. Faites-vous-en pas, chers auditeurs, des opérations clandestines pour que la population russe se détourne justement des velléités et des desiderata pro-occidentaux, pro-américains. Ça s'est fait aussi en territoire russe. Les deux clans ont fait la même chose non-stop pendant les 50 ans qu'a duré la guerre froide. OK? Donc, il y a rien de nouveau. C'est quoi le plus vieux métier du monde? C'est-tu la prostitution? Non, moi, je pense que c'est l'espionnage. C'est les services secrets. Donc, qui contrôle cette bête-là? Qui contrôle l'arnaque dans le système? Personne. Donc là, la deuxième conférence de Perron, le mercredi 20 mai, on va rentrer au cœur de la bête. C'est troublant. La conférence du mois passé que j'ai donnée, j'ai parlé en premier lieu, j'avais écrit 15 pages sur le système bancaire israélien. Et il y a 4 banques, les 4 plus importantes, que j'ai fait le topo. Et ça, je vous le ferai avec plaisir l'automne prochain quand on reviendra en ondes, parce que là, le temps nous manque. Mais les 4 premières banques, les 4 principales banques, en montrant qui sont les administrateurs, à quels intérêts ils appartiennent, parce que elles sont surtout privées. L'État s'est désengagé. Il y a eu une crise en 1983 en Israël. L'État avait nationalisé ces banques-là, mais après ça, il a vendu des parts d'actifs dans la communauté des affaires et des hommes influents. Et tous des gens juifs, effectivement, ont racheté les gros pans d'actifs de ces 4 banques-là américaines, israéliennes, pardon. On parle de la banque Apoalim, la Lumi Bank, on parle après ça de la Israel Discount Bank et on parle de la dernière, la United Mizrahi Bank. Alors, c'est ces 4 institutions bancaires-là que j'ai parlé la semaine passée. Et sur la 4e que je viens de mentionner, la United Mizrahi Bank, eh bien, il y a un individu qui est directeur, un des plus hauts gradés de la banque, et M. Jacob Perry. Et Jacob Perry, ce bonhomme-là, de 1966 à aller jusqu'à 1995, il était dans les Israeli Security Agency. Son vrai nom, c'est Shin Bet. Ça s'appelle le Shin Bet. Ou, si vous voulez, ça s'appelle aussi le Shabak. C'est toute la même chose.